Cette fois-ci, nous allons parler du travail. Emmanuel, tu nous présentes les... Je vous présente tout de suite nos invités. Dans ce monde de rupture technologique, le travail existera-t-il encore? Avec Paul Alibert qui porte le drapeau de l'Institut de l'entreprise, Vincent Charlet qui lui porte haut les couleurs de la fabrique de l'industrie et notre témoin Fabienne Arata qui elle représente LinkedIn, qui ne fait pas encore partie des GAFA, mais après tout, ça sera peut-être le 5e ou le 6e nom qui viendront s'ajouter à la grande liste. Allez, est-ce que le travail existera encore? Paul Alibert, à vous de tirer le premier. Je vais commencer par saluer tout le monde et dire que je suis très impressionné par l'assistance pour une question qui, à mon sens, est quand même assez simple. La réponse, vous la connaissez tous, je crois, hein, c'est oui. Oui, le travail existera encore. Après, je pense que la question, c'est qu'il faut se redonner un horizon. Et je pense que pour répondre à cette question, il faut aller voir ce qui se passe simplement là où on travaille, c'est-à-dire dans les entreprises. Ça, c'est la chance qu'on a à l'Institut de l'entreprise, hein, c'est de pouvoir en permanence être confronté à la réalité vécue, racontée par les chefs d'entreprise, par les dirigeants, par les salariés, et également par toutes les autres parties prenantes de l'entreprise. Donc pour moi, la question de la disparition du travail, c'est avant tout une forme de spéculation auquel les entreprises ne croient pas vraiment. Le sujet, en fait, c'est pas un risque de disparition du travail, mais d'adaptation des compétences de la population active. Voilà, c'est ça qu'on pense. D'ailleurs, Obi Ezekveli, tout à l'heure dans la conférence introductive, l'a rappelé, 65% des écoliers d'aujourd'hui exerceront, d'après les études les plus récentes, un travail qui n'existe pas encore. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de travail, ça veut dire simplement que beaucoup de jobs sont encore à inventer. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce soit sur les métiers qui sont fortement digitalisés déjà, ou sur des métiers qui sont encore peu touchés par le numérique, qui est quand même la grande rupture, mais on en a parlé d'autres, on a évoqué d'autres précédemment, d'autres ruptures, on est en pénurie de main-d'œuvre qualifiée aujourd'hui dans notre pays. Et c'est vrai, pas que dans notre pays, c'est un phénomène qui est rapporté partout dans le monde. Et le danger, en fait, à court terme pour l'emploi dans certains secteurs, c'est pas tant l'automatisation et la robotisation que le manque de collaborateurs compétents sur les postes qui sont à remplacer ou qui sont à staffer quand on veut développer son activité. Alors, j'ai une étude qui m'a frappé récemment, une étude de Korn Ferry qui dit qu'en 2030, la France va manquer de 1,5 million de travailleurs hautement qualifiés. Je rapproche ça, d'ailleurs, d'un point qui est le fait qu'en France, on a 1,8, maintenant 1,9 million de jeunes qui ont moins de 30 ans, qui n'ont pas de job, qui ne sont pas en formation, qui n'ont pas de diplôme. C'est marrant, hein, la correspondance entre ces deux chiffres. C'est des jeunes qui devraient entrer dans la vie active aujourd'hui. En 2030, où est-ce qu'ils seront? Ils ne seront pas là, et de fait, il nous manquera 1,5 million de personnes. Alors, le bouquet de compétences qu'on recherche aujourd'hui, il a évolué à cause du digital. Et donc, l'enjeu, je pense, c'est de trouver des salariés qui ont des compétences transversales, en plus de leur métier proprement dit. J'ai été frappé par l'intervention de Jack Ma, donc président d'Alibaba, à Davos cette année. Il a un discours assez fascinant. Il dit, mais on ne devrait pas enseigner à nos enfants des choses que des logiciels ou des robots vont pouvoir faire dans les 20 prochaines années, et on commence à savoir ce qu'ils vont pouvoir faire. Donc il faut plutôt leur apprendre, dit-il, la musique, il faut leur apprendre des arts, il faut leur faire de la gymnastique, il faut leur apprendre la philosophie, il faut les faire étudier les questions religieuses, et puis il faut développer leur sens critique. Donc j'ai trouvé ce programme tout à fait athénien, hein, dans l'esprit, finalement très intéressant, et ça nous ramène d'ailleurs à la question de la démocratie qui a été évoquée avant. Je pense que la démocratie est un régime fort, mais la démocratie ne peut vivre qu'avec une population active et surtout éduquée aux humanités. Et je pense que cette éducation-là, elle reste encore aujourd'hui à repenser. Il faut aller voir dans certains pays d'Europe, comme le Danemark par exemple, comment se développe cette transformation-là. J'arrête. Oui, parce que je reprendrai ce point plus tard, de toute façon. Merci. Passons à vous, madame.
Fabienne Arata, vu du côté des CV et des profils LinkedIn. Alors, vu effectivement des CV et des profils, c'est-à-dire vu du côté des analyses chiffrées que nous sommes en capacité de produire et sur lesquelles nous collaborons avec les institutions publiques, vu également du côté des entreprises avec lesquelles nous travaillons sur l'ensemble de leurs activités de recrutement, je vais porter 3 constats et peut-être 2 d'entre eux sous forme de pistes de réflexion, en tout cas de pistes d'action. Qui sont très proches de ce qu'évoquait Paul précédemment. Un premier constat, c'est ce que nous avons vu dans une étude que nous avons sortie en 2017 aux côtés du Conseil d'orientation pour l'emploi. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'ensemble des métiers, eu égard à l'arrivée des nouvelles technologies et du digital, s'hybrident. Et donc, on a une hybridation des rôles. Je m'explique. Par les nouveaux usages, par l'inclusion des nouvelles technologies, des métiers très classiques, par exemple un métier que nous connaissions bien qui est le métier de la fonction RH, aujourd'hui requiert de faire des nouvelles choses connexes et par exemple de la communication digitale. Donc quelqu'un qui était précédemment responsable RH, aujourd'hui a une activité de communicant. Même chose pour des commerciaux. La fonction commerciale se transforme énormément eu égard à l'inclusion des nouvelles technologies parce qu'on demande aux commerciaux de travailler sur des sujets tels que du social selling et comment est-ce que j'utilise les réseaux sociaux pour mieux développer ma prospection. Voilà. Donc des métiers très classiques fusionnent entre eux et on a aujourd'hui non pas des nouveaux métiers qu'on invente et on voit beaucoup d'études qui disent que voilà, dans 5, 10, 15 ans on aura des métiers tout à fait originaux, mais des métiers classiques qui fusionnent entre eux. Premier constat. Second constat, lié à ça, la cause, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises intègrent ces nouvelles technologies de manière complémentaire aux activités qui sont, et aux tâches qui sont remplies par les collaborateurs. Donc, on observe une complémentarité et non pas un remplacement des métiers entre la technologie et le travail humain. Et pour aller au-delà du constat, l'une des pistes d'action, et je pense qu'une des responsabilités que nous portons tous en tant qu'entreprise, en tant que pouvoir public, en tant que citoyen, c'est de veiller à ce que cette complémentarité soit, comme l'évoquait Cédric Villani dans son dernier rapport, une complémentarité qui soit capacitante, c'est-à-dire qui permette de libérer le travail humain de ce qui était automatique et répétitif et qui permettent d'aller vers des nouvelles compétences. Et c'est ce qui est aujourd'hui recherché par les entreprises, que sont la créativité, que sont la capacité situationnelle d'un individu, le relationnel. Voilà le second constat. Et puis le troisième constat, c'est que ce qu'on remarque aujourd'hui, également une piste d'action et de réflexion, c'est que ce qui marche, c'est plus les grands plans ex cathedra de transformation des compétences, les GPEC qui n'ont pas toujours fonctionné, les grands plans de GPEC pluriannuels, mais des expérimentations très terrain, très régionales, très pragmatiques, fondées sur des analyses de données chiffrées qui sont aujourd'hui disponibles en temps réel, et c'est là-dessus que nous travaillons. Voilà les 3 constats et les 2 pistes d'action que je souhaitais partager. Merci beaucoup Fabienne Arata. Place maintenant aux industriels. Vincent Charlet pour la Fabrique de l'Industrie. Oui, bonjour à tous. Alors, est-ce que dans ce monde de rupture technologique, le travail existera encore? Ce qui est sûr, c'est que c'est une angoisse extrêmement sourde et profonde. Je le mesure au nombre de fois qu'on vient nous poser la question à la fabrique alors qu'on a l'impression d'y avoir déjà répondu. Je le mesure aussi à l'insistance avec laquelle les journalistes, messieurs, nous posent la question. Un de vos confrères m'a dit une fois, si vous ne commencez pas par me dire si le robot détruira l'emploi, je ne vous écoute pas. Bon. Donc cette angoisse est très intense, très tangible en ce moment. Est-ce que les technologies vont ubériser l'emploi, évider par le milieu ou par l'intérieur les classes moyennes au travail, détruire l'emploi, détruire le travail, asservir l'homme, etc. Patrick Artus a dit tout à l'heure, ça fait partie des questions auxquelles on ne savait pas répondre. Je crois modestement qu'il se trompe. En tout cas, pour ce que j'en sais personnellement, la réponse est franchement non. Aujourd'hui, on n'a pas de raison de craindre un tel scénario du pire.
Pourquoi est-ce que je prends le parti de répondre non? D'abord parce qu'il faut bien avancer, on ne peut pas rester au stade de l'incertitude, et ensuite parce que ça finit par être préoccupant. D'abord de constater que l'entretien de cette angoisse du spectre du chômage technique sert de fonds de commerce assez efficace à un certain nombre de gens. Deuxièmement, parce que du fonds de commerce, on en vient à des peurs citoyennes, si j'ose dire, qui font prendre des décisions politiques assez mal avisées. Et je trouve ça extrêmement préoccupant. Donc, non, il n'y a pas de signe tangible ou de réalité importante qui nous fasse craindre une destruction en masse des emplois ou un appauvrissement en masse du travail. À mes yeux, la réalité est beaucoup plus simple. Primo, les personnes peu qualifiées n'accèdent pas à l'emploi. Deuxio, les territoires peu denses n'accèdent pas aux personnes qualifiées ou aux ressources humaines. Bon. Mais ce sont des vieux problèmes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants, mais il n'y a pas là de questionnement qui soit par essence technologique. La technologie en elle-même, elle est porteuse de rien. Le progrès technique n'est ni positif, ni négatif, ni neutre. Tout dépend des conditions de son déploiement. Il y a, que ce soit chez Bosch ou chez Samsung, des exemples de projets de postes de travail du futur mis en place en collaboration avec les opérateurs sur la base des nouvelles technologies qui sont extrêmement troublants. Ces gens-là réfléchissent à ce qu'est idéalement pour eux le poste du travail du futur qui tire parti des nouvelles technologies et leur permettent d'améliorer leurs conditions de travail. Tous, ici, moi compris, considérerions ces postes du travail du futur comme asservissants, comme étant de nature à appauvrir l'intérêt du job pour les opérateurs qui sont eux-mêmes à l'origine de ces postes de travail. Pourquoi? Parce que la visseuse sait exactement où elle se situe et elle ne se mettra pas en place si elle n'est pas en face du bon trou ou de la bonne vis, parce que c'est la visseuse positionnée par ultrason qui sait quel est le couple de serrage qu'il faut imprimer à la vis, parce qu'évidemment toutes les données de performance sont renvoyées immédiatement en temps réel, opérateur par opérateur, à un système central qui le suit de près, et pourtant, ces gens-là ont mis en place, donc encore une fois, depuis la Corée jusqu'à la France en passant par l'Allemagne, ces gens-là ont mis en place les systèmes et les approprient parce que ça leur permet de produire, qu'on parle de petits moteurs électriques ou de grandes voitures, 40 modèles différents dans une même journée, ce qu'aucun cerveau humain n'est capable de gérer en étant juste par cœur ou sur la base du savoir-faire à l'ancienne. C'est extrêmement troublant d'interagir avec les équipes au travail sur ce sujet-là. Mais je maintiens que la technologie n'est en elle-même ou par elle-même porteuse de rien et que tout dépend des conditions de son déploiement, depuis le dialogue social jusqu'aux méthodes de management des équipes. Vincent, la technologie, elle est quand même porteuse d'un changement qui est que forcément, on voit bien, si quand vous videz les usines, vous remplissez peut-être les bureaux comme ça a été le cas par le passé, mais vous voyez bien qu'à chaque fois, il y a quand même des gagnants et des perdants. Alors sur un plan macroéconomique, on est très à l'aise, il y a des secteurs qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, des emplois qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Mais il y a quand même cette transition à gérer. Le fait que ça fasse des gagnants et des perdants, ça pose quand même un problème d'adaptation, ne serait-ce que de la formation notamment. Si vous avez regardé dans votre boîte aux lettres, on vous a envoyé une étude de la Fabrique de l'Industrie qui montre le risque de perdre son emploi Exactement. à la suite d'un licenciement économique, selon qu'on travaille dans un emploi exposé, un secteur exposé à la mondialisation ou qui en est protégé. Le risque de perdre son emploi suite à un licenciement économique est plus élevé lorsqu'on travaille dans un secteur abrité de la mondialisation. C'est-à-dire que la concurrence locale détruit plus d'emplois que la concurrence mondialisée ou que le progrès technique. On s'arrête là, Eric? Oui, peut-être. Allez. Merci. Non, il reste 2 minutes. Ah bah si, quand même. Allez-y. Parce que si on vous écoute bien, en fait, le seul défi... Oui, c'est de l'adaptation et de la formation. Oui, c'est ça, c'est le défi de la formation. Ouais. Moi, je dis que je pense... Il faut pouvoir... Attendez, juste et pour prolonger, parce qu'on a l'impression que c'est un peu la tarte à la crème, la formation, qu'on va former tout le monde et que tout se passera bien. Mais il ne faut pas négliger qu'il y a quand même des gens qui seront informables. Il y a 2 à 3 millions de personnes en France qui sont informables. Qu'est-ce qu'on en fait ? Sur un plan purement social, pour le coup. Est-ce qu'on leur donne un revenu permanent? Je pense qu'il faut se poser la question et sans doute qu'il y a une politique... Là, je ne suis pas entièrement aligné avec vous, Fabienne, parce que je pense qu'il y a quand même une politique publique à penser sur le sujet de la transformation. On a aujourd'hui, en France, un taux de chômage incompressible de 8%. Enfin, en gros, c'est ce qu'on en est là, quoi. On a 1,9 million de jeunes dont j'ai parlé tout à l'heure, les fameux NEET. On n'a pas des finances publiques qui vont tenir la prochaine crise. Dans la salle à côté, il y a Nouriel Roubini qui est en train de parler.
Nouriel Roubini, c'est celui, pour ceux qui le connaissent, qui avait annoncé en gros la crise de 2008. 10 ans plus tard, il fera sa fortune toute sa vie. Sans doute. 10 ans plus tard, on ne sait pas s'il a raison de prédire la prochaine, mais enfin, il y a une probabilité assez grande pour qu'il y ait un autre choc. À quel moment est-ce qu'on décide collectivement dans notre pays qu'il y a un sujet urgent et que nous devons absolument faire en sorte que ceux qui prennent les décisions publiques se forment mieux déjà pour aller chercher dans d'autres pays des systèmes qui fonctionnent et qu'on arrête de se dire qu'on est plus intelligent, qu'on va tout repenser et simplement qu'on applique ce qui se passe bien ailleurs. Je vais préciser mon propos. Loin de moi l'idée de dire que la puissance publique doit être éloignée et ne doit pas agir, bien au contraire. En revanche, l'action doit être éminemment locale, territoriale, pour être précise et ciblée et s'adresser à des filières spécifiques de métiers. Deuxième point, pour répondre à votre question, Emmanuel, je crois que, et c'est ce qu'on a constaté dans plusieurs études, que les compétences digitales, et y compris les compétences digitales les plus basiques, sont celles qui sont les plus transférables. Donc, pour le coup, lorsqu'on a une formation initiale digitale... Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire que vous pouvez changer de métier beaucoup plus facilement à partir du moment où vous avez déclaré à minima 1 ou 2 compétences digitales. D'accord, ok. Voilà, on va arrêter là. Merci madame, merci messieurs. Beaucoup. Sur finalement une table ronde plus optimiste que la précédente, je trouvais. Mais... Plus consensuelle en tout cas, Eric. Et consensuelle et plus optimiste, c'est-à-dire qu'il faut, on peut y arriver, il y aura du travail. Voilà. Merci beaucoup Paul Alibert pour l'Institut de l'entreprise. On perd la démocratie mais on garde le travail. Allez. Vincent Charlet pour la Fabrique de l'Industrie. Fabienne Arata pour LinkedIn. On peut vous applaudir effectivement.